Hugues, merci beaucoup d'être avec nous. J'ai super hâte qu'on puisse décortiquer les premiers doutes qui, toi, t'ont animé dans ta prise de poste, qui était du coup, enfin, première prise de poste de manager qui était du coup il y a quelques années. Surtout un peu cette réflexion que tu as pu avoir avec le recul. Et peut-être la première question avant de décortiquer justement cette première fois, quel poste tu occupes en ce moment, combien de personnes tu manages et si tu devais te décrire, soit en adjectif ou voilà, en tant que manager, qu'est-ce que tu dirais? Yes, bonjour à tous et merci Annabelle de l'invitation. Du coup, ouais, moi je m'appelle Hugues, je suis aujourd'hui directeur général France de Itch. Ça fait maintenant 6 ans que je suis chez Itch. Avant, j'ai fait du conseil et ensuite j'étais dans la Marine nationale. Et du coup, aujourd'hui, j'ai une équipe d'environ 40 personnes qui va gérer un peu toutes les opérations en France. Et donc, moi, je suis en charge de la stratégie, des opérations et des affaires publiques. Et si je devais me décrire en un mot, ça, je l'avais pas. Ouais. Mais non, mais je dirais que. Plusieurs mots, tu peux étayer si tu veux, mais tu vois, si tu devais décrire ta façon de manager aujourd'hui tes équipes, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu utiliserais comme... Moi, le mot qui me vient à l'esprit et que je pense qu'il reviendra un peu derrière, c'est l'humilité. C'est qu'en gros, je pense que c'est compétent, enfin, un adjectif hyper important. C'est d'avoir cette humilité de dire en fait, je sais pas, parfois je vais douter et parfois il faut que je me remette en question. Parce que quand tu manages des personnes, enfin, personne n'est né pour moi manager et donc du coup, avoir cette humilité, je pense qu'elle est assez indispensable pour progresser. Ok. Si justement on fait ce saut dans la première fois que tu as managé, c'était du coup il y a 6 ans chez Itch, où du coup tu es arrivé en tant que Customer Care Manager. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette première expérience-là? Ouais, donc en gros, moi j'arrive en mai 2017 chez Itch. À l'époque, c'est une cinquantaine de personnes dans l'équipe et il y a une équipe Customer Care, donc service client de 8 personnes. Et donc je suis arrivé pour gérer, manager cette équipe. Euh, la première chose que j'ai faite, c'était de bosser avec eux pendant 3 mois et de faire exactement le même boulot qu'eux pendant 3 mois. Alors, au fur Mhm. et à mesure, j'ai quand même pris des responsabilités. Mais c'est ce qu'on s'était dit avec Teddy, qui est le cofondateur de Hitch, qui était mon boss à l'époque, de se dire, bon, il allait garder un peu la responsabilité de l'équipe et moi, j'allais justement commencer par faire la même chose qu'eux, parce que je pense que c'est assez indispensable pour les managers derrière de faire la même chose qu'eux. Donc, ouais, donc j'ai fait la même chose que pendant 3 mois et ensuite, j'ai pris au fur et à mesure des responsabilités. L'équipe est montée jusqu'à 30 personnes. Euh, Ok. et ensuite, bon, après, j'ai changé 2, 3 fois de poste, mais et voilà, ça a commencé comme ça en tout cas. Ok. Je lisais en préparant un petit peu les questions, parce que moi, du coup, je parle en tant que... Enfin, je suis managée pour l'instant, je ne manage pas. Mais du coup, j'ai fait ce travail d'essayer de me mettre à la place des managers. Du coup, j'ai lu pas mal d'articles sur Welcome to the Jungle, tu vois, qui traitaient des questionnements qui peuvent être ceux des personnes qui viennent de prendre des postes, comme, tu vois, cette peur de ne pas être à la hauteur pour ses équipes, ou même aussi pour les personnes qui nous ont fait confiance pour cette prise de poste. Est-ce que toi, tu peux nous parler des doutes du début, s'il y en a eu, et comment tu as fait un peu pour te sortir de cette posture justement de doute et pour être seulement, enfin pas seulement parce que c'est ok aussi d'avoir des doutes parce que ça booste, mais d'être plus dans ce truc de je veux être performant pour mes équipes, tu vois. Euh, ouais, effectivement, il y a Alors, je vois qu'il y a Sony qui nous parle du syndrome de l'imposteur. Mhm. Je pense qu'on a largement l'occasion d'en parler parce que je l'ai eu à chacune de mes prises de poste. Mais évidemment, ouais, c'est des gros doutes, c'est des gros doutes au départ. Moi, j'avais jamais managé avant ce rôle-là. Et tu te dis, je prends quand même la responsabilité de ces 8 personnes et Mhm. sous-entendu, c'est moi qui dois les faire avancer. Donc ouais, non, non, c'est clairement des gros doutes au départ, surtout que tu te retrouves un peu du jour au lendemain avec une charge mentale beaucoup plus forte et la charge mentale bah, dans mon cas, moi, 8 personnes plus moi. Donc moi, j'ai déjà ma charge mentale, mon stress, qu'est-ce que je dois gérer. Et en fait, très vite, tu te retrouves à avoir toutes les
les problèmes que peuvent avoir aussi les personnes que tu manages. Et Ouais. donc, du coup, essayer d'avoir en tête quels sont leurs problèmes, c'est qui, qui va dans quelle direction, c'est quoi ses projets à lui, c'est quoi ses projets à elle. Et donc, du coup, arriver à suivre ça, c'est pas non plus évident. Et non, non, ouais, c'est clairement une grosse phase de doute et qui a été encore plus. Alors maintenant, je vais raconter avec l'histoire, mais c'était pas hyper fun au bout de 5-6 mois. Parce qu'il y a eu un moment où, en fait, au bout de, peut-être même avant, je pense 4-5 mois, Mhm. j'ai senti qu'il y avait enfin, la team n'était pas tellement. Enfin, j'avais eu du mal à prendre cette équipe-là. Et on s'est retrouvé du coup à un moment, j'ai dit, bon, il faut peut-être qu'on fasse une rétro. Donc, on a passé une rétro, c'est une rétrospective, ce qu'on fait chez où je leur ai dit, bon, putain, ce qu'il faut mettre les choses à plat. Il y avait du coup mon boss qui était là. Et on s'est pas mal dit les choses pendant 2 heures, je pense. Ça a été assez stressant pour moi. Mais au moins, on s'est dit les choses et ça a permis, je pense, de, de... En gros, pour rentrer dans le détail, parce que je me dis que c'est peut-être intéressant aussi, mais moi, pendant 2 ans, en gros, ils m'ont pas mal comparé le manager qui était là avant moi. En Mhm. me disant, il était plus comme ci, il était plus comme ça. Il nous disait quand ça allait pas, il était un peu plus directif, il était un peu plus ci ou ça. Et en vrai, je me suis fait un peu vicose pendant 2 heures par eux. Avec, Eux, c'est tes équipes, on est d'accord, hein. ouais, Ouais. ouais, pendant l'équipe, ouais. Avec mon boss à côté, qui essaie quand même de dire, bon, voilà, en même temps, c'est différent, on va essayer d'améliorer les choses et tout ça. Et vraiment, à la fin des heures, je me suis dit, si là, maintenant, je réagis pas, si je dis rien, en fait, ma crédibilité est complètement terminée. Ouais. Et, euh, et du coup, ouais, il y avait 2 choses qui me reprochaient, c'était de ne pas être assez challengeant et de ne pas avoir réussi à prendre l'équipe. Et du coup, à la fin, je leur ai dit, enfin, je me suis fait un peu, enfin, ça n'a pas été facile pour moi, mais du coup, en gros, je leur ai dit, moi, c'est très simple. En gros, je pense que je suis pas le même manager que celui d'avant. Et je pense que tu as des styles de management différents et on pourra en parler. Et je Ouais. vais pas jouer un rôle. Là, vous me demandez d'être plus méchant, enfin, plus directif. Euh, je leur ai dit, si vous voulez, moi, j'étais dans la marine avant, j'étais militaire. On peut avoir un truc militaire si vous voulez, mais je pense que ça va plaire à personne. Et le côté équipe, bah, je leur ai dit, en vrai, vous êtes 8 dans cette équipe, mais il y a pas vraiment d'équipe, quoi. Il y avait des petits groupes de 2-3 personnes. Je leur ai dit exactement quels étaient les groupes. Je leur ai dit, si vous voulez à un moment qu'il y ait une équipe, il va falloir quand même qu'on s'entende tous ensemble parce que ça va pas le faire. Mhm. Ça a été une dernière fois où je me suis un peu énervé. Mais au moins, je pense que ça a pu leur expliquer que voilà, je pense qu'il y a différents styles de management. Je ne serai pas le manager que vous avez eu avant. Je vais essayer de faire en sorte de faire au mieux. Mais Mais ouais, ça devait pas être simple pardon, je te coupe, mais de switcher, enfin, du coup, même pour les équipes et pour toi, d'arriver bah, finalement après quelqu'un qui, du coup, avait un management super différent. Du coup, il y a 2 points que je trouve hyper intéressants. D'abord, la première question, c'était, enfin, tu vois, sur la partie, en fait, toi, quand tu as pris ce poste-là, je trouvais que c'était super compliqué de dessiner les projets des gens. Comment est-ce que tu as fait, du coup, enfin, tu vois, et ça rejoint un peu la question de Sony, comment est-ce que tu fais pour bah, finalement définir les terrains de chacun, chacune, donc tu vois un peu les fiches de poste, mais de façon un peu concrète. Et ma deuxième question, elle portera plus sur bah, l'importance de créer des conversations pour, bah, tu vois, des conversations même qui sont difficiles, et un peu tes tips là-dessus. Mais du coup, la première sur un peu les fiches de poste. euh, alors, c'était pas trop compliqué pour moi parce qu'en vrai, comme c'était une équipe service client, ils faisaient quasiment tous le même boulot. Donc, du coup, Ah bah, oui, ok. répondre aux demandes des chauffeurs et des passagers. Mais après, ils avaient tous des projets annexes. Mais pour faire simple, en vrai, c'est un Google Sheet avec les 8 prénoms et en dessous, plusieurs lignes sur c'est quoi sa mission, qu'est-ce qu'il doit faire, c'est quoi ses objectifs. Mhm. Au moins avoir un peu la vision globale de qui fait quoi et qui doit avancer sur quoi. Mais bon, ça, c'était un premier truc que j'ai fait, mais qui était vraiment un truc tout bête, hein. Ok. Et sur la partie un peu de discussion, ouais, nous, on avait pris cette habitude, ensuite, après cette rétrospective qui avait été assez éreintante, Yes. stressante, mais de faire une rétrospective tous les 6 mois. On fait un truc qu'on Ok. appelle un GLAD MATSAD. C'est du coup un questionnaire anonyme que j'envoie à toute l'équipe. Et Mhm. OK, qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui dans l'équipe? Qu'est-ce qui vous déçoit? Qu'est-ce qui pourrait être changé? Et donc le MAD, c'est qu'est-ce qui vous énerve terriblement et enfin vraiment, vous en pouvez plus, quoi. Et l'idée, c'est que chacun se lâche vraiment là-dessus. C'est encore une fois, c'est anonyme.
Et derrière, moi, je récupère toutes les réponses, je les classe parce que tu as souvent des trucs qui se recoupent. Et je leur présente, bah, du coup, on se prend 2 heures, je leur présente le truc et je leur dis, OK, de quoi vous voulez parler? Parce qu'il y a énormément de sujets, on va parler des 80% des sujets, il y en a peut-être 2, 3 qu'on va pas prendre, mais de quoi on discute? Donc chacun vote, tu as 5 petits votes que tu mets sur les sujets de discussion que tu veux avoir. Et à la fin, on prend les premiers sujets de discussion et on les redescend. Et c'est une manière finalement d'exposer un peu avec tout le monde c'est quoi les soucis de l'équipe et finalement de les débunker un à un et d'essayer de trouver des pistes d'amélioration. Ok. Et question de Sony, est-ce que tu vois dans ce questionnaire-là, GLAD, MADSAD, tu prends en compte les sujets perso ou c'est du coup uniquement des trucs pro? Là, ça va plutôt être le pro, enfin, c'est-à-dire le fonctionnement de l'équipe. Ok. En revanche, je pense que le perso est hyper important, mais ça, je le vois plus en one-on-one, directement avec la personne. Ok. Mais ça va être plutôt le. Enfin, alors, ça dépend ce qu'on entend par pro-perso, mais en revanche, il y a toute la partie relation humaine. Enfin, il y a des gens qui vont dire, bah, écoutez, je trouve que l'ambiance est pourrie, je trouve qu'on n'arrive pas à se parler. C'est du pro, du perso. Enfin, en tout cas, c'est de l'humain, mais c'est pas du travail, c'est pas sur la Oui. mission. Ok. Mais ouais, on évalue tout ça. Ok, donc cette habitude-là d'envoyer donc tous les 6 mois ce questionnaire et ensuite que vous débunkez, comme tu as dit, à l'oral par une conversation collective un peu. Ouais, complètement. Hyper intéressant. Alors, attends, je me remets juste sur le chat, Grégoire qui partageait qu'il a fait un manager survey pour évaluer ses missions de 1 à 10 par mon équipe, anonyme aussi. Ça donne une sorte de EPS. Ok, hyper intéressant. Oui, donc la conversation, on était revenu dessus, les fiches de poste aussi. Oui. Est-ce que tu dirais qu'il y a des doutes dont on s'extrait, tu vois, des doutes qui nous animaient quand on était, enfin, qui étaient présents quand on était first time manager, dont on s'extrait avec l'expérience, ou, enfin, tu vois, même là, maintenant, au bout de 6 ans, est-ce que toi, il y en a que tu as encore, comment est-ce que tu fais pour, tu vois, savoir ceux sur lesquels tu t'étais obligé de bosser, comme ce syndrome de l'imposteur ou voilà, cette peur de ne pas être à la hauteur, etc. Et d'autres avec lesquels tu travailles encore et que tu te dis, bah ok, c'est sain, c'est ça qui me fait finalement me remettre en question. Enfin, voilà. Comment est-ce que tu arrives à avancer avec ça? Clairement, je pense que l'expérience aide énormément. Encore une Ok. fois, moi, je suis arrivé, j'avais jamais managé, je me suis dit, putain, ça va pas être évident. Et en fait, au fur et à mesure, bah, tu as des ratés, tu as des loupés. Il y a plein de fois où j'ai complètement merdé. Je sais pas moi, un feedback, une annonce importante, une décision difficile. Plein de Ok. fois où je me suis loupé. Et c'est là où je pense que c'est important justement d'avoir ce doute. En fait, il faut continuer à douter parce que sinon, si tu es sûr de toi, je pense que ça, au bout d'un moment, tu vas forcément te prendre un mur à un moment. Et que cette qualité d'humilité, en tout cas que j'essaye d'avoir, c'est pour moi savoir prendre du recul, tu te remets en question, tu mets plutôt ton équipe en avant que toi, mais en gros, t'es dans un doute constant. Hein. Si t'as pas de doute, je pense qu'au bout d'un moment, tu te prends un mur. Mais ouais, tu es dans un doute constant et l'idée, c'est avec l'expérience de t'améliorer un peu, avec aussi de la formation. Hein. Clairement, c'est pas que de l'inné, tu peux aussi apprendre aussi d'autres choses. Mais oui, l'expérience vient aider sur ce doute, mais il est toujours présent. Est-ce que, si tu es à l'aise de nous en parler, tu peux nous en dire un petit peu plus sur le syndrome de l'imposteur et comment est-ce que tu t'es rendu compte que tu avais ça et comment est-ce que tu t'as fait pour travailler dessus? Ouais, en vrai, moi, je l'ai eu à chacun de mes postes chez Hitch, encore plus quand je suis passé DG France, parce que là, il y a toute une dimension un peu plus importante. Ouais. Mais, euh, mais je l'ai eu à chaque prise de poste et je pense que Euh, en vrai, il y a deux choses. La première, c'est que, enfin, moi, c'est ma philosophie, c'est que tout le monde fait semblant jusqu'au moment où tu comprends vraiment ce que tu fais. Mais le côté un peu fake it until you make it est vrai, en fait. C'est que personne ne va switcher comme ça d'être manager incroyable du jour au lendemain. Et donc, au début, bah, tu fais semblant, tu tâtonnes, tu fais des erreurs, et au bout d'un moment, tu seras un peu plus à l'aise. Et au bout d'un moment, en fait, tu vas retrouver des situations que tu as déjà eues 3, 4 mois, 6 mois avant, 2 ans avant, et tu vas dire, OK, comment j'avais géré ça, j'avais pas très bien géré, bah, je vais essayer de m'améliorer là-dessus. Et au final, ça vient en le faisant, quoi. Euh, et et l'autre chose, c'est effectivement, il y a eu une sorte de petit déclic
la dernière fois, enfin, il y a eu une fois où, en gros, une personne que je manage, qui, du coup, elle-même est passée manager, m'a dit, bah, en fait, là, depuis que je suis passé manager, j'ai un peu ce syndrome d'imposteur, j'ai peur, enfin, je suis pas sûr d'être bien, tout ça. Et moi, ma réponse a été assez rapide, et je lui ai dit, mais en fait, si, si tu étais une imposteuse, enfin, je te le dirais direct, quoi. Mm. Enfin, je te l'aurais dit, je te l'aurais déjà dit depuis 3 mois. Et on aurait une autre discussion qui serait pas la même, quoi. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, bah oui, c'est con, parce que moi aussi, c'est un syndrome d'imposteur, mon manager ne l'a jamais dit. Et donc, s'il ne me le dit pas, et s'il m'a choisi pour gérer cette équipe, c'est qu'au final, ça devrait le faire, quoi. Mhm. Ça a été un peu, ouais, ça a été un déclic, mais je me suis dit, bah, en fait, c'est con, parce que je reproche des choses que je me reproche moi-même, quoi. Ouais, mais c'est intéressant parce que du coup, c'est en te mettant, enfin, en vivant un peu la réalité de cette personne qui se posait les mêmes questions, tu te dis, mais Mm. en fait, si on vraiment me confie ça, c'est que bah, c'est OK. Mais du coup, enfin, ça t'aide aussi à vachement grandir et prendre conscience aussi de toi, bah, que tu es finalement à ta place, quoi. Ouais, complètement. Tu as parlé un petit peu des feedbacks et des décisions difficiles. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la façon dont maintenant tu donnes, enfin la place peut-être que tu apportes à justement ce fait de donner et recevoir des feedbacks, les routines peut-être que vous mettez en place. Ouais, comment est-ce que tu appréhendes cette partie managériale-là, qui est du coup les feedbacks? Euh, Bah, le feedback, je pense que c'est une des choses les plus importantes à, à faire. Enfin, c'est arriver à donner du feedback positif comme, comme négatif. Oui. Là, encore une fois, moi, j'ai eu plein de loupés, plein de ratés, hein. Euh, Donner le feedback à quelqu'un, enfin, j'ai un exemple, une anecdote en tête, c'était le feedback que je devais donner à la personne, c'était qu'elle était très susceptible. Et Ok. forcément, dire à quelqu'un qui est susceptible, bah, il y a de fortes chances qu'il le prenne mal. Oui, Et du coup. c'est exactement ce qui s'est passé. Il l'a très mal pris. Euh, et je me suis dit derrière, waouh, j'ai tellement mal donné ce feedback. Et en fait, bah, voilà, c'est juste des ratés. Au bout d'un moment, bah, tu t'améliores un peu derrière. Après, Mhm. et on ne s'est pas détesté, on est resté pas de temps derrière, mais parce que je me suis un peu amélioré derrière. Mais ouais, mais ça, bon, on peut en parler, hein, s'il y a pas mal de techniques de feedback. Je sais pas si ça, enfin, si on peut aller vers là, hein, mais en gros, le conseil, moi, que j'ai sur le feedback, il y en a beaucoup, mais je pense qu'il faut le préparer avant. Mhm. Clairement, faut pas le faire comme ça du tac au tac en disant tiens, je vais faire un petit feedback négatif là, parce que je pense qu'il faut le faire aussi assez rapidement. Si tu as vu quelque chose qui n'allait pas, faut pas attendre non plus 1 mois pour le faire. Et il faut aussi demander à la personne si elle est prête à accueillir le feedback. Est-ce que je peux te faire un petit feedback? Est-ce qu'on peut discuter 3 minutes? Je pense que c'est si important pour que la personne soit aussi dans une. Parce que la personne est peut-être au milieu d'un projet et lui dire tiens, je vais te faire un feedback potentiellement négatif, c'est hyper déroutant. Donc, Ouais. juste arriver à lui dire est-ce que tu as 5 minutes et la personne peut te dire bah non, non, en fait là, il faut absolument que je rende ce truc-là. En revanche, après, ok, c'est déjà une bonne manière de commencer. Et ensuite, sur le feedback, moi, ce que j'ai appris, parce que, alors je dis qu'il y a de l'expérience, mais j'ai aussi eu des formations de manager. Ça, elles se valaient pas tous, mais il y en a une ou deux qui étaient vraiment intéressantes. Et Mhm. dans l'une d'elles, j'ai appris la méthode Oscar. Alors que je n'utilise pas à chaque fois que je fais un feedback, mais je devrais, mais qui est observation spécifique, conséquence alternative, résultat. En gros, l'idée, c'est je fais un feedback ou d'un le côté observation, c'est je vais observer quelque chose de mes propres yeux. Spécifique, c'est je me concentre sur un fait spécifique, c'est pas sur la personne, c'est juste ce comportement-là que tu as eu. Le C, donc conséquence, c'est quoi les conséquences que ça a eu, soit pour moi, soit pour l'équipe. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé derrière, quoi. Le A, c'est alternative. Voilà l'alternative que je te propose. Comment on pourrait faire pour le faire différemment. Et les résultats, c'est quoi les résultats positifs que ça va engendrer derrière. Mais l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur le comportement et tout de suite le mettre de côté en disant, bon, bah voilà, en fait, hier, tu es arrivé en retard à la réunion, bah, ça a dérangé tout le monde, on a dû recommencer, tout ça, la prochaine fois, je te propose d'arriver un peu plus à l'heure. Bon, là, en vrai, il est pas dingo, mais c'est très différent de juste dire, en fait, t'arrives en retard, c'est chiant, quoi. Et arriver à expliquer pourquoi le comportement est embêtant pour le reste de l'équipe, qu'est-ce qu'on pourrait changer, c'est
c'est ce côté préparation. Je pense que, en vrai, c'est le truc numéro un, il faut que je le prépare. Je vais te poser une question sur ce que tu as partagé sur, tu vois, un feedback qui a été super compliqué, bah, même pour toi à faire et surtout pour la personne du coup dite susceptible à recevoir. Ça recoupe du coup la question un peu de Sonia et de Mathilde. Comment est-ce que, tu vois, avec le recul, tu te dis que tu aurais pu faire autrement? Et aussi, ouais, vas-y, pour cette première question. Alors, sur la question de feedback à la personne susceptible, j'aurais clairement pu faire autrement en le préparant avant et en lui disant pas, en fait, en gros, t'es susceptible. Je l'ai pas dit comme ça, mais je l'ai un peu amené comme ça, alors que j'aurais dû prendre un truc précis en disant, tu vois, hier, quand un tel a dit ça, j'ai l'impression, enfin, tu t'es tout de suite tendu, tu as tout de suite élevé la voix. Bah, en fait, et donc se concentrer justement sur un fait précis. Le préparer beaucoup plus, c'est ce qu'on va préparer un peu. Qu'est-ce que tu as? Alors, je dis pas qu'il faut se faire toute une disserte, une page Word de ce que tu vas dire, mais juste un peu les points clés que tu veux donner et les mots que tu veux employer, parce qu'en fait, entre ce que vraiment tu veux dire et ce qui peut vraiment sortir de ta bouche, il peut y avoir beaucoup de différences. Et parfois, il suffit juste d'une phrase un peu mal tournée, d'un mot un peu mal choisi. Et du coup, la personne en face peut être hyper vexée. Et c'est ce que tu n'as pas du tout envie de faire dans un feedback, c'est justement de vexer la personne, parce que si tu la vexes ou si tu la pointes directement, elle va être tout de suite, du coup, avoir envie de se justifier. Et c'est pas du tout le but, c'est pas qu'on justifie, c'est pas. T'as pas besoin de me dire pourquoi tu étais en retard hier, en fait. C'est juste qu'on va se concentrer sur qu'est-ce qu'on va pouvoir changer et comment on peut modifier ça, quoi. Ouais. Mais le préparer, quoi. Il y a une question que je trouve intéressante. En plus, je voulais poser la question, mais de l'autre côté, donc c'est intéressant à prendre maintenant, c'est celle de Sandy. Est-ce que tu as des méthodes de management différentes selon les profils du coup, de tes managers? Parce que du coup, il y a certains profils qui veulent beaucoup de proximité, là où d'autres préfèrent de l'autonomie. Comment est-ce que tu t'adaptes à chacune? Comment tu fais? Ouais, si, clairement, je m'adapte. T'as des personnes, bah, toujours sur ce petit Google Sheet où j'avais mis les objectifs de chacun, qu'est-ce qui les a avancés, tout ça. Je m'étais aussi noté des trucs où tu sens que tu vas avoir certaines personnes, pour les faire avancer, il faut bien les cadrer, il faut leur donner un objectif très clair, il faut leur dire, OK, tu fais ça, voilà l'objectif qu'on attend et qu'est-ce qui va en découler. T'as d'autres personnes, il faut les laisser un peu plus libres, pas leur mettre un énorme stress et qu'elles puissent gérer un peu par elles-mêmes, tâtonner, faire des erreurs et tout ça. T'as des personnes qui ont envie qu'on vienne débloquer des points bloquants toutes les 2 heures parce qu'elles sont elles sont patientes de ce qu'elles font et tu as d'autres personnes qui ont envie d'être seules. Mais donc, ouais, je pense qu'il faut s'adapter à la personne qui est en dessous sans pour autant changer ton style. Ouais. Je pense que c'est pas une bonne chose de mettre un masque ou de jouer un rôle quand tu arrives dans la boîte en te disant bah, c'est mon rôle de manager, donc du coup, je vais être différent de ce que je suis dans le perso. Il y a bien des trucs où de temps en temps, il faut forcer un peu le trait. Mais je pense qu'il faut rester toi-même parce que sinon, au bout d'un moment, ça se voit et tu perds complètement en crédibilité. Ok. Tu as commencé à parler d'un pilier qui te semblait super important du management et du coup c'est celle de apprendre à faire et recevoir des feedbacks, du coup notamment avec cette méthode Oscar, les petites routines que vous pouvez mettre en place tous les 6 mois, etc. Est-ce que tu peux nous parler, enfin je sais parce que du coup on en avait parlé avant, mais peut-être nous parler tu vois, des autres piliers que toi tu as pu dessiner dans le management après, enfin du coup avec toutes tes expériences. Ouais. Alors encore une fois, moi c'est vraiment ce que j'ai eu de l'expérience parce qu'à la base j'en sais rien et je veux pas du tout me mettre en sachant, je suis pas un prof de management, c'est vraiment ce que j'ai su. Et pour être tout à fait honnête, quand tu as mis le titre les 5 piliers, je n'avais pas du tout le cinquième. Heureusement que mais du coup, pour moi, c'est pas du tout une science infuse en mode il y a 5 piliers. Non, bien sûr. Tu as besoin de 4 piliers pour faire une maison. Enfin, mais tu n'as pas besoin d'un. Bref, mais il n'y a pas vraiment 5 piliers. C'est ce que tu as vu, toi, de ton expérience, de ce qui te semble super important. Et peut-être qu'il y a des gens, effectivement, qui se diront ah, bah, c'est marrant, ce pilier-là, je ne l'avais pas du tout vu. Ou bah, moi, j'en verrais un 6e, un 7e. Mais évidemment, oui, c'est ouais. Donc, effectivement, moi, ce qu'on m'a expliqué quand je suis arrivé chez Hitch et ce que j'ai gardé un peu derrière, c'est un manager, c'est 2 choses. Enfin, on va te demander 2 choses. C'est performance et rétention. Performance, c'est tu arrives à dérouler ton plan d'action, ton équipe atteint ses objectifs, ce qui est assez important pour la réussite de la boîte. Et rétention, c'est
tu fais en sorte qu'ils restent dans la boîte parce qu'ils y sont bien, ils sont contents d'être là. Et parce qu'en fait, le turnover, avoir des gens qui se barrent tous les 6 mois, bah, c'est coûteux parce qu'il faut réembaucher quelqu'un. Et aussi, bah, ça pèse énormément sur l'état d'esprit et l'ambiance de ton équipe. Donc ton rôle, c'est deux choses, c'est performance et rétention. Et pour ça, alors il y avait du coup, on avait lu un bouquin. J'ai pas lu énormément de bouquins sur le management, mais un de ceux, en tout cas, qui m'avait le plus euh, aidé, c'est ce bouquin qui s'appelle The Effective Manager. Je ne sais plus du tout de qui, mais je pourrais te le retrouver. Mais en gros, il expliquait qu'il y avait 4 choses qui te permettaient justement d'atteindre ces 2 objectifs de performance et rétention. Donc, ils sont un peu ces 4 piliers. Le premier, et c'est 50% du boulot, donc si tu le fais, tu as déjà 50% du boulot qui est fait, c'est les one-on-one. Donc, les one-on-one, nous, en tout cas, tout le monde le fait chez Hitch, c'est 30 minutes chaque semaine, planifié à un horaire précis. Jamais manquer, alors tu peux le décaler parce que tu as un petit truc qui s'évite de temps en temps, mais en tout cas, tu le fais chaque semaine. Et c'est une réunion, donc du coup, à 2, et qui est surtout pour la personne que tu manages. C'est pas pour toi, c'est pas pour le dire, OK, t'en es où, t'as fait quoi, tout ça, c'est plus pour que la personne s'exprime et puisse te dire un peu ce qu'elle a, j'allais dire ce qu'elle a sur le cœur, mais ce qu'elle a dans la tête en tout cas. Ouais. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et bien évidemment, il y a une prise de notes. L'idée, c'est pas d'ouvrir une feuille blanche à chaque fois. Il y a une prise de notes pour que tu vois un peu l'évolution sur le temps. Mais le côté, c'est pour elle, c'est parce que en tant que personne, en tant qu'employé, tu as toujours l'impression que tu es en train d'embêter ton boss quand tu vas le voir. Parce que ton boss a pas mal de choses à faire. Et donc, du coup, quand tu as un truc qui te bloque, quand tu n'es pas sûr d'un truc, tu te dis, bah, je vais aller le voir. Mais il est peut-être dans un. Enfin, il a un planning surchargé, donc du coup, j'ai l'impression de le déranger à chaque fois. Et surtout, je me rends compte qu'à chaque fois que je vais le voir, c'est pour des trucs négatifs. Donc du coup, enfin, il va se dire, mais putain, il ne s'est pas avancé tout ça. Donc l'idée, c'est justement d'avoir ce temps de 30 minutes toutes les semaines où tu peux un peu accumuler les 3-4 points bloquants, les trucs qui vont pas, et en faire la liste et arriver et dire à ton boss, bah voilà, il y a ça qui va pas, ça va pas, ça c'est chaud, ça c'est. Voilà. Donc, ce one-on-one, pour moi, c'est le rituel le plus important et celui que j'ai avec toutes les personnes que je manage. Parce que c'est ça qui te permet aussi de créer de la confiance avec la personne que tu manages. Et je passe un peu de temps dessus parce que pour moi, c'est le plus important. Et également, je pense que c'est à la fois du pro et du perso. Pourquoi? Parce que ta vie perso, en fait, influe énormément sur ta vie pro. Et alors, l'idée, c'est pas non plus d'être ultra pote et de savoir toute la vie perso de tes N-1, mais c'est juste en savoir un tout petit peu sur d'où ils viennent, où est-ce qu'ils habitent, c'est quoi leur vie en ce moment. C'est con, mais celle qui a perdu sa grand-mère ou celui qui vient de se séparer de sa copine, c'est pas le. Enfin, s'il te dit ça, enfin, si tu le sais, c'est pas le moment où tu vas lui dire, bah, tu vois, ce gros dossier qu'on attend depuis un mois, je le veux à la fin de la semaine. Et en fait, si t'es dans une phase un peu down de ta vie perso, ça va forcément influer sur ton boulot. Et en tant que manager, encore une fois, je dis pas qu'il faut connaître toute leur vie, hein, bien évidemment. Ils ont leur intimité là. Mais en connaître juste un tout petit peu, je pense que c'est pas si mal parce que ça t'aide beaucoup plus à avoir une bonne relation avec eux. Ils en parlent dans le livre, ou dans le livre, il dit, tu dois, à chaque fois qu'il rencontre des managers, il leur dit, est-ce que tu connais le prénom des enfants des gens que tu manages? Alors nous, en startup, il y a peu de gens qui ont des enfants. Donc, c'est pas vraiment, on peut pas trop le refaire. Je trouvais une autre question qui. Question, peut-être qu'il faut, ouais. Mais en gros, c'est juste connaître un minimum sa vie. Après, la personne. Chat, oui, peut-être. Quelqu'un qui suggère le nom du chat, maybe. Non, mais c'est de connaître un minimum. Après, la personne n'a peut-être pas du tout envie d'en parler parce qu'elle met une énorme frontière entre la vie pro et le perso. Elle n'a pas du tout mélangé ça et ça, tu le respectes. Mais avoir ce minimum de relation un peu plus que juste une relation cordiale d'employé-employeur, je pense que c'est important. Et tout ça aussi, pareil, se joue dans le one-on-one, ou le one-on-one, si tu commences pas en disant, OK, qu'est-ce que tu as fait la semaine dernière, qu'est-ce que tu fais demain, c'est plus, déjà, c'est le direct, le N-1 qui parle en premier, et d'arriver à lui dire, bon, comment tu te sens, qu'est-ce qu'il y a des choses qui t'ont frustré en ce moment, ou même parler moi, je me suis retrouvé parfois pendant une demi-heure à parler du week-end de la personne ou de trucs très différents.
mais juste parce que ça te permet aussi d'établir un climat de confiance, de voir qu'on peut discuter, que je ne suis pas juste un manager, mais je suis aussi un humain, et on peut avoir, ça se trouve, on partage plein de choses, et voilà. Il y a pas mal de. Je te coupe du coup dans les différents piliers, mais il y a pas mal de questions sur, tu vois, la partie comment pousser les managers à s'ouvrir, donc un peu ce climat de confiance. Peut-être que tu as déjà un tout petit peu répondu, mais il y a une question de Capucine et du coup qui est reposée par Sony. Comment réagir lorsqu'un de tes managers ne prend pas du tout en compte ton feedback et remet tout le temps en question ce que tu dis? Ah bah du coup, Euh, oui, non, c'est ça. il remet tout le temps en question ce que je dis. C'est ça? Attends, je Ouais. reprends une question. Ok, c'est plus sur le feedback. Remets tout le temps en question ce que tu dis. Euh, pff, pff, euh, euh, je, alors là, du tac au tac, je sais pas, mais c'est peut-être en fait, c'est con, mais c'est un peu un feedback dans le feedback et lui dire, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je te dis un truc, tu le remets tout le temps en question. Euh, mais là, j'ai pas de réponse toute faite. Je pense que ça dépend aussi un peu de la personne et comment tu veux le gérer. Mais, euh, mais je pense qu'à un moment, en fait, faut lui faire un point ou peut-être un point de recadrage. Enfin, juste de dire à un moment, en fait, bah voilà, on est aussi dans une boîte. Si je suis aussi à cette position-là, c'est parce que j'ai peut-être des choses à t'apprendre. Tu as sûrement des choses à m'apprendre aussi, mais à un moment, il faut qu'on avance ensemble. Et quand je te fais un feedback, bah, euh, c'est c'est que j'ai réfléchi avant et que je me dis que c'est pour le bien de la boîte, c'est pour ton bien, c'est pour mon bien, c'est pour que ça fonctionne bien, quoi. Mm. Et, mais finalement, lui faire un feedback là-dessus, je pense que c'est important. Déborah demande si les one-on-one, tu les mets en place directement enfin, avec les personnes que tu manages directement. Et ouais. Ouais, ouais, moi, l'une des premières choses que j'ai faites, du coup, c'était avec les 8 personnes, c'était boum, on se met 30 minutes. Je leur disais, quand est-ce que tu veux le faire? C'est quoi le jour qui te plaît plus? Jeudi matin, ok, bah, jeudi, tous les jeudis à 10h, maintenant, on se prendra 30 minutes ensemble. Ok. Euh, je vois une autre question, enfin, la question suivante, c'est est-ce que je complète avec un team meeting? Ouais, oui. Moi, le one-on-one, c'est vraiment du perso. Enfin, on est à deux, donc tu peux tout me dire. Et on donne des trucs, justement, peut-être plus perso que tu n'as pas forcément envie de dire dans toute l'équipe. Et le team meeting, en revanche, on est plus sur le boulot. Parfois, peut pouvoir parler un peu de l'ambiance dans la team et des trucs comme ça, mais c'est beaucoup plus global que le one-on-one qui est plus perso, finalement. Mhm. Je vois. Une question sur l'agenda, si la personne, enfin l'agenda du one-on-one, si la personne parle pas beaucoup. Tu parlais des 30 minutes, peut-être du coup. Ouais. Bah alors, moi, je pense qu'il faut bloquer un créneau de 30 minutes, parce que si tu fais des créneaux de 5 minutes, tu pourras pas faire grand-chose. J'en ai eu des gens qui, quand je les appelle du coup, comment ça va? Ils me disent, bah, tout va bien, tout est cool, c'est super, tout va bien. Ce qui est juste pas possible. Bon, au début, tu dis, ok, très bien, bon, bah, le truc dure 5 minutes, tu parles juste des deux, trois points, enfin, des deux, trois projets sur lesquels ils bossent. Et voilà, si au bout de 3, 4 one-on-one, ça se passe comme ça. Moi, il y a eu une ou deux fois où j'ai dit, bah non, en fait, euh, appelons-le Martin. Martin, c'est pas possible, tout ne va pas bien. Ou donc, soit tu me mens, soit, enfin. Mais en gros, peut-être faut aussi le forcer un petit peu et lui dire, en fait, l'idée de ce truc-là, c'est quand même que tu me remontes le plan et qu'il y a forcément des trucs qui vont pas. Et sinon, tu sors pas de la salle tant que tu m'as pas dit un truc négatif. Mais je sais pas, c'est bien parfois, il faut forcer un peu le truc au début, les pousser un peu et montrer qu'en fait, ils peuvent pas se, pas se lâcher, mais dire vraiment tout ce qu'ils pensent. Et je pense que c'est important, encore une fois, d'instaurer ce climat de confiance et le one-on-one est là pour ça. Ok. Euh, donc on a parlé de ce grand, en fait, Ouais, deux piliers déjà, du coup, dans ce livre et dont ouais. tu as pu faire l'expérience, toi, feedback et l'importance des one-on-one pour créer un climat de confiance, etc. J'ai retrouvé mon cinquième, donc je sais pourquoi, mais je te laisse du coup détailler les deux autres que tu as en tête. Ouais. Donc, du coup, one-on-one, donc c'est 50% du boulot et feedback, c'est 30% du boulot. Si déjà tu fais ça, tu as 80% du boulot qui est fait et normalement, ça se passe, je dis pas que ça se passe hyper bien, mais en tout cas, ça se passe mieux. Et sachant que feedback, on a beaucoup parlé du feedback négatif, mais tu as aussi le feedback positif. Ouais. Je pense que c'est assez important important de le faire. En plus, celui-là, tu peux le faire en public, alors que pour le coup, le feedback négatif, évidemment, tu le fais en one-on-one, tu le fais pas devant tout le monde.
Mais le feedback positif, mais c'est important aussi d'en faire parce que moi, je l'ai bien vu dans mes équipes et moi aussi, t'as besoin que ton boss te dise de temps en temps, c'est cool la présentation que tu as faite, il était très, très bien le dossier que tu as préparé. Enfin, et je pense que c'est important d'en faire. Faut pas le faire tout le temps parce que si tu dis bravo à chaque fois qu'il te sort un truc, bah, au bout d'un moment, ton bravo, il a plus aucune importance. Mais c'est important, effectivement, d'en faire de temps en temps, je pense, pour motiver les gens. Je pense que tu as toujours ce doute de dire est-ce que je fais bien? On revient un peu au syndrome de l'imposteur, mais est-ce que je fais bien mon boulot? Tout ça. Et si ton manager te dit jamais ou il attend que la review semestrielle ou annuelle pour te dire tu fais du bon boulot, ça peut être assez relou. Donc non, ouais, c'est important d'en faire aussi. Et donc, du coup, les derniers, parce que je vois que le temps file. Ouais, carrément. C'est déléguer. Ça, c'est 15% du boulot. C'est déléguer, être capable de déléguer, de donner. À partir du moment où tu sais faire quelque chose, bah, et que tu n'apprends plus grand-chose là-dessus, autant la donner à une personne en dessous de toi, parce qu'elle va apprendre une nouvelle chose. Toi, ça va te faire gagner du temps. Donc, déléguer, c'est hyper important. Et la dernière chose, c'est former. Il y a bien évidemment un moment où bah, tu arrives un peu à une limite de compétences et tu dois rajouter un bloc en plus. Il faut que tu le formes sur un truc technique, il faut le former sur un truc peut-être un peu plus une soft skills, la prise de parole en public, parce que la personne va commencer à faire pas mal de présentations, des choses comme ça. Mais alors après, ça dépend aussi de la politique de la boîte, mais c'est le rôle du manager de dire au RH, écoutez, cette personne-là, je pense qu'il faut la former là-dessus, parce que elle va vraiment s'améliorer avec ça. Et justement, quand on se parlait la semaine dernière, tu m'avais parlé d'un sac. Alors, c'est peut-être pas un pilier du coup, parce qu'en fait, ça peut pas se découper en vraiment un temps précis, etc. Mais tu me parlais de l'importance de montrer leurs compétences, enfin montrer les compétences de tes équipes, enfin tu vois, pas les exposer, mais voilà, un peu cette importance de faire montrer du coup aux autres équipes leur soft et hard skills pour que finalement ça puisse dessiner une espèce d'évolution dans la boîte, enfin, qui soit reconnue. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Un peu du coup travailler la reconnaissance des personnes. Ouais, moi je pense que c'est hyper important et j'en reviens encore à ce côté d'humilité où le but c'est pas de te mettre en avant, c'est plutôt de mettre en avant ton équipe. Voilà. C'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Alors je dis pas que ça a marché à chaque fois, mais c'était justement de mettre en avant les gens que je manageais en disant mais tiens, le projet que tu as fait là, mais poste-le dans Slack, fais un récap. D'ailleurs, tu vas même faire une presse au weekly toutes les semaines. On a une presse devant toute la Team France. Et bah, tu vas faire une presse devant toute la Team France pour dire voilà ce que tu as fait et exposer leur boulot parce que sinon, il n'y a que toi qui revois leur boulot et ça se passe juste entre eux et toi et ça va pas plus haut. Et donc, je pense que les exposer, c'est hyper important. Et c'est ça qui a permis, donc, à l'époque, quand je m'occupais du service client, qu'il y en a un, il a terminé, il a changé, il s'est formé, il est devenu dev. Il y en a un autre, il est devenu responsable du CRM. Il y en a une autre, elle est passée City Manager Lyon. Il y en a deux autres, elles sont passées manager dans mon équipe. Mais c'est en les exposant justement et en les montrant, entre guillemets, mais en les exposant à d'autres équipes, que d'autres équipes, d'autres managers m'ont dit, mais en fait, elle, moi, je la veux trop dans mon équipe parce qu'elle connaît hyper bien les passagers, elle connaît hyper bien les chauffeurs, elle connaît hyper bien l'application. Donc, en fait, ça serait vraiment un bon atout dans mon équipe. Et je pense que c'est un des buts du manager, c'est de faire grandir les personnes qu'il manage, que ce soit dans l'équipe, dans la boîte ou ailleurs. Parce que moi, ce que je leur dis aussi assez souvent, c'est OK, toi comme moi, on va pas faire notre carrière change. Donc, un jour, tu vas vouloir partir. Un jour, peut-être que moi aussi, je partirai. Mais un jour, tu vas vouloir partir. Donc, déjà, ça désacralise un peu le côté, la discussion un peu compliquée de, en fait, j'ai envie de partir, j'ai autre chose. Mais c'est aussi important de se dire ça parce que, en fait, la formation que tu vas avoir ici, elle va aussi te servir dans tes prochains boulots. Et donc c'est bien aussi d'être plutôt clair sur ce truc-là. On a commencé un petit peu à parler de, finalement, en tant que manager, comment est-ce qu'on pouvait s'adapter au profil qu'on a face à nous. Donc, tu vois, des profils plus susceptibles. Enfin, bon, même là, c'est un peu plus de sa personnalité, mais même la façon de travailler. Donc, des gens qui sont hyper indépendants, d'autres qui ont besoin de plus de suivi. Mais parlons maintenant de peut-être des différents styles de manager. Tu vois, tu as commencé un petit peu à dire que toi, quand tu es arrivé dans ton équipe, tu avais un style managérial hyper différent de la personne qui te précédait. Est-ce qu'il y a des grandes familles ou des grands types de managers, manageuses? Est-ce que tu peux nous en parler?
Ouais, alors, encore une fois, moi, c'est vraiment juste mon expérience et les deux, trois bouquins que j'ai lus, mais comme je disais, c'est compliqué de jouer un rôle et de mettre un masque quand tu viens au boulot. Je pense qu'il faut être naturel et avoir ton style de management. Ensuite, sur les styles de management, de ce que j'ai, enfin, t'en as plusieurs en fonction de là où tu te mets, mais t'as des styles assez participatifs, des gens qui vont tout le temps être en mode, qu'est-ce que vous proposez? Ok, on a ce souci-là, qu'est-ce que vous Ouais. proposez? Donc, ils responsabilisent complètement leur équipe. Et t'as des managers qui vont être beaucoup plus directifs en mode, ok, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Voilà. Enfin, ça peut être une façon enfin, il y a deux styles différents. Et l'autre chose aussi que je vois, c'est sur le côté empathie et challenge. Tu as un autre livre qui s'appelle Radical Candor. Alors, je n'ai Ok. jamais vraiment su ce que voulait dire la candor et comment tu le traduis en français. Mais je crois qu'en français on dit candeur, mais c'est pas un mot vraiment que j'utilise souvent. Ouais. Mais c'est le côté un peu franchise radicale, on pourrait dire. Mais tu vas avoir des managers qui vont manager en essayant d'être aimé. Tu vas être assez gentil, donc du coup, tu n'oses pas trop dire les choses, tu es assez gentil avec eux, euh, tu les challenges pas tellement parce que tu te dis, putain, si je fais un feedback négatif, il va pas trop aimer. Enfin, notre relation va détériorer, tout ça. Le très très bon exemple, je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais c'est Michael Scott dans The Office, euh, une excellente série, mais et qui est le parfait exemple de ce qu'il faut pas faire parce que justement il a ce côté très très, j'ose pas du tout être méchant avec eux, j'ai vraiment envie d'être leur pote et donc du coup bah en fait à la fin et j'en ai eu moi des managers comme ça avant. En fait, à la fin, quand tu es en dessous d'une personne comme ça, c'est horrible parce que la personne n'est pas du tout franche avec toi. Elle te remet jamais en question, elle te challenge pas. Et donc, du coup, tu es à la fin dans une sorte de copinage un peu inefficace parce que, ok, on est potes, mais en fait, on n'avance pas, quoi. Et à l'inverse, donc, du coup, dans ce qu'elle a, l'autrice s'explique dans le bouquin, je crois qu'elle s'appelle Kim Scott, elle fait cette matrice qui est genre empathie et franchise. Ouais. Donc, quelqu'un qui est à la fois empathique et franc, bah, il a tout gagné, c'est parfait. Enfin, t'es à la fois, t'es empathique, donc il y a ce côté care et tu prends soin des personnes que tu manages. Et il y a aussi cette franchise et tu arrives à les challenger et à les faire avancer. Mais tu vas avoir des gens, du coup, l'exemple que je viens de prendre avec Michael Scott, qui être full dans l'empathie, pas du tout dans la franchise. Et donc là, tu es dans ce copinage un peu inefficace. Tu as ceux qui vont être à fond dans le challenge, à fond dans la franchise, qui vont être assez durs, pas du tout dans l'empathie. Et ça, je pense que c'est pas non plus une bonne chose. Parce que tu mets de la distance, tu mets une pression assez forte, tu t'intéresses pas du tout aux perso de tes équipes. Et ça peut être assez stressant pour beaucoup de monde. Et bon, après, tu as ceux qui ont rien compris, qui n'ont ni empathie ni franchise. Et donc là, je pense que tu n'es pas fait pour être manager. Mais voilà. Et ça, pour le coup, c'est aussi deux styles que j'ai souvent vus. Et c'est pas évident d'être pile entre les deux. Parce que généralement, tu débordes dans la boulot. Mm. Et c'est quelque chose, de toute façon, enfin, j'imagine, mais c'est quelque chose qu'on apprend aussi sur le terrain, parce que j'imagine que tu vois, quand tu prends un poste de manager, tu dois avoir envie d'être, et même pour te rassurer, toi, que tu es à ta place, d'être entre guillemets bien vu, de réussir à créer une espèce de confiance et tout. En vrai, j'imagine que la tendance de pas mal de personnes, ça doit être du côté du un peu copinage, de faire preuve de trop d'empathie, en fait, finalement, du coup, avoir beaucoup de mal à formuler des feedbacks. Toi, est-ce que tu étais un peu dans cette tendance-là à tes débuts? Et tu t'es rendu compte que ça fonctionnait pas du tout. Ouais, non, clairement, moi j'ai commencé effectivement par le côté Michael Scott, déjà parce que c'est mon idole, mais parce que c'est plus facile après, je pense que ça dépend de ta personnalité, mais c'est Oui, effectivement plus facile que d'être dans le challenge constant. Mais au final, en fait, ça se retourne contre toi parce que typiquement, tu t'oses pas dire à une personne que ça va pas trop et tu fais les one-on-one et t'oses pas lui dire ouais tu sais t'es un peu en dessous de la team, toute la team fait ça et toi t'es un peu en dessous, donc tu lui dis pas trop et arrivé à la fin du semestre quand tu lui fais sa review, bah là c'est vraiment le moment où tu dis les choses parce que ton boss t'a aussi dit bon là il faut, enfin voilà, faut rationaliser un peu, faut que tu dises, enfin, bref, tu te retrouves à vraiment lui dire la chose et donc tu lui dis bah écoute en fait on va reprendre ce prénom Martin. Martin, en fait, ça va pas du tout. T'es en dessous de la team. Ça fait 6 mois que t'es en dessous, quoi.
Et là, le Martin, il va dire, mais en fait, pourquoi tu me l'as pas dit avant, quoi? Enfin, je l'apprends que maintenant. Ça fait 6 mois qu'en fait, je fais du moins bon boulot. Et je ne l'apprends que maintenant, mais c'est horrible. Et donc, du coup, tu te retrouves dans une situation où tu n'oses pas dire les choses et en fait, ça te retourne contre toi. Ou parce que c'est ton pote, tu vas dire, bah, je vais pas lui dire. Et en fait, c'est tellement ton pote que tu n'oses pas lui faire ce feedback négatif. Donc, ouais, ça, pareil, je pense que tu l'apprends un petit peu et donc, tu te mets un peu plus dans le challenge, tu es un peu plus dans, bah non, en fait, je vais dire les choses et je vais parfois être un peu méchant, entre guillemets. Le but, c'est pas d'être méchant, mais c'est d'être exigeant Ouais. avec eux et ils vont pas te le reprocher derrière. Au final, ce qui est embêtant avec le côté très empathique, c'est que en fait, tu mets toujours une frontière avec ton N plus 1. Même si tu es ultra pote avec lui, il y aura toujours une petite frontière où tu te diras, attends, c'est quand même mon manager. Même si vous allez sortir ensemble, vous allez faire de temps en temps, tu vas prendre des bières, tout ça. Il y a toujours ce côté, bah, ça reste mon boss, je vais pas non plus, c'est pas mon pote, je vais pas non plus faire n'importe quoi. Et toi, en voulant être ultra pote avec tes N-1, tu essayes de gommer cette frontière alors qu'elle sera toujours là. Donc au final, autant la mettre, alors elle peut être plus ou moins fine, hein, mais autant la mettre et bosser avec ça. Il y a, alors, Sony, je suis pas sûre que ce soit une question que tu veuilles poser. Comment faire passer... Ouais, en fait, j'imagine que oui, puisque c'est comme ça. Comment faire passer un message coup de... Coup de Coup de pression sans démotiver. pression. C'est pas évident. Dans une de mes formations, on nous avait dit le manager, en gros, son rôle, c'est annoncer les mauvaises nouvelles tout en gardant une bonne cohésion. Donc, alors ça se rapproche un peu de la question de Sony, mais ça c'est plus pour des trucs globaux, donc de dire à une team, bah, écoutez, en fait, en ce moment, les chiffres vont pas trop, donc peut-être qu'il va falloir, nous, à un moment, chez Hitch, on a fait un PSO au moment du Covid, forcément, quand tu es dans une boîte de mobilité et que tout le monde reste chez soi, c'est pas le meilleur moment. Et donc, du coup, on a dû malheureusement séparer on était 250, on a dû séparer d'une quarantaine de personnes. Et donc, du coup, arrivent par exemple des décisions compliquées comme ça. Et il faut malgré tout arriver à garder une bonne cohésion, un bon esprit d'équipe derrière. Et sur le message coup de pression sans démotiver, je pense que là, c'est plutôt face à une personne, parce que c'est pas forcément face à une équipe. Mais quoique, enfin, ce sera peut-être plus parlant avec une anecdote parce que moi, je me suis vraiment vautré. C'est, je pense, un de mes plus grands vautrages. Il y a 2-3 ans, c'était au moment il y a eu des énormes grèves décembre 2019, 2-3 mois avant le Covid. Ouais. Du coup, tout le monde, enfin, plus aucun métro, ni train, ni TER Transilien à Paris, ni RER. Donc, du coup, tout le monde prend des VTC, dont des Hitch. Nous, on était ravis. On a fait des plus 50, plus 80% à ce moment-là. Très bien. Sauf que quand tu gères le service client, en fait, c'est des tonnes et des tonnes de messages qui arrivent d'un coup, quoi. Et ça faisait 3 semaines, 1 mois qu'on avait du coup un backlog de demandes en attente. Et à un moment, mon boss me dit, en fait, il faut avancer là. Enfin, il faut qu'on arrive à descendre ce backlog, il faut qu'on arrive à répondre aux gens, parce que là, on a des temps de réponse. Normalement, on a des temps de réponse en 2 heures. Là, on a des temps de réponse en 1 jour et demi. C'est juste pas possible, quoi. Donc, il m'a mis un gros coup de pression. Et moi, je me suis dit, ouais, il a complètement raison. Je vais aller mettre un gros coup de pression à l'équipe. Et donc, j'ai convoqué tout le monde en Zoom, parce qu'à ce moment-là, on est en Covid. Enfin, on n'est pas en Covid, mais en tout cas, tout le monde n'était pas là. Ouais. J'ai convoqué tout le monde en Zoom et je leur ai mis un énorme coup de pression. Et là, je me suis pris une volée de bois en mode, mais en fait, Hugues, je sais pas si tu te rends compte, mais on bosse déjà de 8h à 20h. Enfin, c'est déjà horrible, c'est déjà compliqué. Et voilà, quoi. Et il y en a qui est toujours là d'ailleurs, mais avec qui on très bien sur et qui a même dit à la fin, mais en fait, on a l'impression que là, tu voulais nous remotiver, mais j'ai l'impression que tu nous as tous démotivés, quoi. Bref, c'était un énorme outrage. Je suis resté tout seul. Là, je suis dans une petite box. Je suis resté tout seul dans la box pendant 10 minutes derrière, à la fin du call, en me disant, mais qu'est-ce que je viens de faire? Je pense que je me suis complètement loupé. Parce que, et ça, c'est un truc que j'ai appris après, c'est la différence entre mettre la pression sur le jeu et sur l'enjeu. Et là, l'exemple qu'on nous avait qu'on nous avait donné, c'était quand tu es en finale de Coupe du Monde, enfin, un truc important. À la mi-temps, si ça va pas trop, faut pas leur dire, les gars, c'est la finale de la Coupe du Monde. Là, si on rate ça, vous allez vous en vouloir toute votre vie, ça va être horrible. Enfin, c'est la finale de la Coupe du Monde, il y a des millions de personnes qui nous regardent, améliorez votre jeu. Faut pas leur dire ça, parce qu'en gros, ça va leur mettre une pression supplémentaire.
Et en fait, ils vont se rater. Il faut plutôt mettre de la pression sur le jeu et donc non pas l'enjeu. C'est, en fait, toi, tu es bon à ça, fais ça. Toi, tu es bon à ça, fais ça. Toi, à l'entraînement, tu es très bon à ça, donc en fait, fais-le. Et vous allez voir, ça va bien se passer. Mais juste concentrez-vous sur ce que vous savez faire et du coup, ça ira mieux. Et justement, ne pensez pas au fait qu'en fait, tu as des millions de personnes qui nous regardent. Et voilà. Du coup, et donc, du coup, si je reprends mon exemple, là, j'avais vraiment mis de la pression sur, putain, les gars, on a 3000 demandes en attente, il faut se bouger. Plutôt que de dire, en fait, faisons ce qu'on sait faire, répondons peut-être un tout petit peu plus vite que d'habitude, mais faisons ce qu'on sait faire et ça va le faire. Ouais. Justement, sur un loupé comme celui-ci, et c'est du coup Charles qui pose la question, est-ce que tu t'excuses auprès de ton équipe, ou bien tu t'en rends compte, parce que du coup, tu vois, sur la partie où tu te rends compte que tu aurais dû te focus sur ce que tous les gens savent bien faire et mettre justement ça en valeur, où tu te dis que en tant que manager, c'est pas trop la bonne posture de revenir sur ce qui est dit. Comment est-ce que tu as géré ce truc-là, du coup? Ouais, bien sûr, tu t'excuses. Enfin, je l'ai pas fait dans la foulée, mais je pense que au weekly d'après, au team meeting d'après, j'ai pris 3 minutes à la fin pour leur dire, bon, excusez-moi pour la dernière fois, enfin, je l'ai mal dit, je l'ai mal formulé, tout ça, et voilà ce que je voulais dire. Tu le prépares un peu plus parce qu'en fait, là, je l'avais pas du tout préparé, je l'avais fait dans la foulée. Mais ouais, parce que ça montre aussi que tu es humain, que tu as des doutes, que tu as le droit de faire des erreurs. Et ça améliore encore plus, je pense, la relation avec les personnes que tu manages parce qu'ils disent, oui, en fait, c'est un humain, ça arrive, quoi. Ouais. Il y a alors une question de... Ouais. Oui, peut-être pour la dernière question, mais n'hésitez pas si vous en avez d'autres sur peut-être la dernière chose qu'on a abordée sur cette posture de challenger le jeu et justement pas l'enjeu. Moi, Hugues, je voudrais te poser une question, mais peut-être que c'est un peu difficile et ce sera peut-être une synthèse de tout ce qu'on vient de se dire. Mais pour toi, bien manager, c'est quoi? Mon ancien commandant, donc du coup, quand j'étais dans la marine, j'étais sur un porte-hélicoptère, et donc du coup, il y avait le commandant du bateau avec qui je suis resté assez proche, et donc du coup, je l'ai revu quand même, je le revois de temps en temps. Et j'avais eu une discussion à un moment. Et je parle de ça parce que, la marine, le milieu militaire, c'est assez différent. Tu as le commandement et le management, c'est deux choses différentes, mais je pense que l'un peut apprendre à l'autre. Et lui m'avait dit finalement, c'est trois choses, c'est compétent, présent, aimant. Compétent, c'est tu connais tes dossiers, tu connais tes sujets. Si tu les connais pas assez, parce que parfois tu manages des gens où tu fais pas forcément leur boulot, tu t'y intéresses, tu poses des questions, et le but c'est quand même d'être assez à l'aise dans tes missions. Présent, c'est tu dois être présent dans ton équipe. Parfois tu vas être devant, il faut leur montrer la direction, il faut leur montrer la mission, il faut leur dire OK, on va là. Parfois tu es au milieu. Parce que c'est dans un moment un peu compliqué et qu'il faut montrer que tu es présent. Et typiquement, quand tu as 3000 tickets en attente, 3000 demandes de passagers et de chauffeurs, tu te mets avec eux et t'en fais avec eux. Et parfois, et le plus souvent, en fait, tu es derrière ton équipe parce que tu es là pour les supporter, leur enlever les points bloquants. Et le dernier chose, c'est aimant. C'est qu'en fait, tout ça, c'est énormément d'humain. Et c'est même que de l'humain, quoi. C'est avoir justement cette empathie, on revient à l'empathie. Tu es dans le challenge, mais effectivement, tu es dans cette empathie et en fait, tu manages des humains. C'est pas du tout la même chose que manager des projets. Il y a des humains. Et donc, du coup, tu composes avec les humains que tu as en face de toi. Trop bien, hyper intéressant. Merci beaucoup, 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 beaucoup tout le monde d'avoir été aussi actif et active pendant cette heure. C'était hyper intéressant, même pour moi, du coup, qui ne manage pas encore, mais du coup, qui me pose dans cette réalité-là aussi. Merci Hugues pour toutes ces réponses, pour tous ces partages. Et comme de toute façon, tu as très, très bien dit, c'est vrai que là, du coup, ce qu'on a essayé, ce qu'on s'est attaché un peu à dessiner, que ce soit les piliers du management, c'est évidemment sous le prisme de ton expérience à toi, que j'espère que du coup, ça vous a donné peut-être des petites billes, vous, pour finalement monter en compétence ou réinventer certaines façons de faire. Voilà, franchement, c'était très, très chouette.